figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Nous parlons aujourd'hui d'Elias Canetti, écrivain né en Bulgarie en 1905, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1981 et vit aujourd'hui à Zurich. Dans cette première émission, nous allons surtout parler de la petite ville cosmopolite de Roujtouk, en Bulgarie, où Elias Canetti est né et où il a grandi dans une famille de tradition judéo-espagnole, vivant sous la houlette d'un grand-père tout-puissant. Avec Raphaël Sorin, éditeur et journaliste, qui est un grand connaisseur d'Elias Canetti, l'écrivain, mais aussi de l'homme, puisqu'il est son cousin, nous dressons un premier portrait d'Elias Canetti. Raphaël Sorin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éditeur et journaliste, et aussi vous vous trouvez être aussi un cousin d'Elias Canetti, et c'est avec vous que nous allons évoquer la vie et l'œuvre d'Elias Canetti, et plus particulièrement dans cette première émission, l'enfance d'Elias Canetti, qui est né à Roujtouk, ville de Bulgarie, au début du siècle. Alors on connaît de manière très détaillée l'enfance d'Elias Canetti, grâce au premier tome de son autobiographie, La langue sauvée, dans lequel il raconte ses 11 premières années. Et avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de la famille d'Elias Canetti, j'aimerais qu'on dise deux mots de cette autobiographie qui étonne par son extrême précision et qui montre une grande présence de l'enfance dans la mémoire d'Elias Canetti. Oui, le premier tome qui s'appelle La langue sauvée, en fait, va de 1905, année de sa naissance, il est né en juillet 1905, à 1921, et c'est le livre qui l'a rendu vraiment célèbre de manière universelle, c'est sans doute à cause de ce livre qu'il a eu le prix Nobel. Ça, c'est secondaire. C'est un livre important aussi pour lui, parce que, il s'en est expliqué plusieurs fois, ce livre représente au fond, pour lui, non pas un commencement, mais un aboutissement. S'il a pu écrire son autobiographie, c'est qu'il avait écrit d'autres choses avant, et s'il a pu parler de sa propre expérience, de sa propre jeunesse avec une telle force et une telle précision, c'est qu'il avait beaucoup réfléchi au phénomène de l'autobiographie, au fait de se raconter, à l'importance que ça avait de raconter sa propre histoire, et ça à travers quelques modèles. Alors l'un d'eux sur lequel il est beaucoup revenu, qui a priori n'est pas évident, mais si on connaît bien le livre auquel il se réfère, ça éclaire pas mal de choses, c'est La vie d'Henri Brulard de Stendhal. Qu'est-ce qu'il admire dans ce livre qu'il a lu et relu? Il admire dans ce livre deux choses. Il admire d'abord la clarté, l'intelligence, la clairvoyance, la lucidité, et puis il admire aussi la volonté de tout dire sans travestir, c'est-à-dire de tout raconter d'une enfance en se situant vraiment par un effort extraordinaire de création, de recréation, au moment où cette enfance se déroule. Parce que souvent dans les autobiographies, l'enfance apparaît soit comme un moment parfaitement magique, parfaitement mythologique, c'est le vert paradis des amours enfantines, Baudelaire, ou alors comme un moment où le génie se manifeste en vous, c'est l'enfance de Chateaubriand en Bretagne. Et il y a très peu d'exemples, Stendhal est sans doute une exception, de gens qui ont réussi à recréer l'état dans lequel ils étaient lors de leur enfance, qui est un mélange évidemment d'émerveillement, de découverte du monde, de début de compréhension du monde, et en même temps c'est un univers de terreur. Et ce qui frappe dans La langue sauvée, c'est que ce livre, qui est un livre vraiment tout frémissant, on a l'impression que les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux, commence par une scène vraiment de terreur, par la peur d'avoir la langue coupée. Et tout l'effort de Canetti, tout son effort littéraire, c'est justement de répondre à cette obsession, à cette crainte enfantine, à cette peur qu'il a marquée tout de suite. Alors évidemment, c'est un grand écrivain, c'est-à-dire que cette image choque, cette image, il ne lui donne pas d'explication courte, il ne se sert pas par exemple de la psychanalyse pour en tirer 2-3 explications, il retourne cette langue sauvée
des tas de fois dans sa bouche. Et toute son œuvre, il y a la présence de cette langue, il y a plus tard dans son autobiographie l'histoire de l'homme qui tourne les pages d'un livre avec sa langue, il y a dans les voies de Marrakech ces gens dont il ne comprend pas la langue, mais dont au fond d'une manière essentielle, d'une manière secrète, d'une manière consubstantielle, il comprend la situation, qui sont les Arabes, les pauvres mendiants arabes qui grommellent dans leur haillons. Donc c'est une image qui va tourner, on peut dire en rond dans toute son œuvre, et ce qui est tout à fait stupéfiant, tout à fait étonnant, c'est que, au fond, elle était là, cette image, il n'avait qu'à se baisser pour la ramasser, mais on ne pouvait arriver à la découvrir, en comprendre l'importance, et en s'en servir comme clé de départ des 3 volumes de cette autobiographie, que après, un certain temps, après, il fallait des années, il fallait qu'il devienne un homme mûr, il fallait qu'il comprenne, qu'il réfléchisse là-dessus. Il y a l'histoire d'une jeunesse, la langue sauvée, ensuite il y a l'histoire d'une vie, le flambeau dans l'oreille, premier tome, et l'histoire d'une vie, jeu de regard. Donc il y a 3 volumes, c'est une trilogie, c'est un triptyque. Alors là aussi, je crois qu'il faut s'interroger pourquoi, généralement, les gens qui écrivent leur autobiographie essaient de la continuer jusqu'au moment où ils sont en train d'écrire, parce que c'est le moment, non seulement ils racontent leur début, ils racontent leur découverte de la vie, ils racontent leurs premiers essais littéraires, par exemple, s'ils sont écrivains, leur premier succès, et puis après, ils rentrent dans la vie active, ils rentrent dans leur triomphe, et là, il y a pour Canetti à la fois une position morale, c'est-à-dire à partir du moment où il devient vraiment un écrivain, où il a des œuvres, la première étant son unique roman Autodafé ou La Tour de Babel, au fond, il n'y a plus besoin de raconter. Sa vie se confond avec ses œuvres. Donc, sa vie, ça va devenir ses puissances, ça va devenir ses pièces de théâtre, ça va devenir tout ça. Il y a donc 2 volets dans sa vie. Il y a avant et après les œuvres. Je crois qu'il a limité son autobiographie. Donc, pour cette raison, c'est que à partir du moment où il devient vraiment écrivain, où il s'engage dans ce travail d'écriture, dans ce travail compliqué, difficile, à long terme, puisque chacune de ses œuvres, ses puissances, lui a pris de nombreuses années, et que les livres qu'il a écrits après aussi lui ont pris pas mal de temps. Donc il n'y a plus besoin de raconter. C'est devenu autre chose. Et puis aussi le fait que c'est quelqu'un qui a un grand sens de l'équilibre, de l'harmonie de chacune de ses œuvres, et il a pensé que cette trilogie, ce triptyque se suffisait à lui-même, il formait un tout harmonieux, tout est très bien équilibré, les scènes se répondent, les personnages apparaissent, disparaissent, les voyages, tout ça est construit de manière extrêmement minutieuse. Ça ressemble à une mécanique, une image que Canetti aime bien, c'est l'horloge. On est un peu justement à l'intérieur d'une horloge. Donc, il semble que les 3 livres ayant trouvé leur économie, leur équilibre, il devenait tout à fait inutile, il devenait tout à fait impossible même de continuer d'aller au-delà. À partir du moment où l'œuvre était réalisée, équilibrée, construite, eh bien, elle s'arrête d'elle-même. Alors, Elias Canetti, né à Roujtouk, ville de Bulgarie, en 1905, et Roujtouk qui est une ville très cosmopolite. Le Roujtouk, qui s'appelle aujourd'hui Rousset, c'est une ville qui a changé de nom, c'est une ville qui est sur le Danube, pas loin de la mer, et c'est une ville qui est pas très importante en quantité, c'est pas une grosse ville, mais c'est quand même une ville extraordinaire, ça fait partie de ces villes un peu légendaires. Il y a Odessa, il y a Trieste, il y a eu avant Venise. C'est des villes marchandes, c'est des villes où tout est mélangé. Et dans cette ville de Roujtouk, il y a des communautés qui cohabitent. Il y a des Arméniens, il y a des Turcs, il y a des Grecs, il y a des Juifs. On parle l'allemand, on parle le turc, on parle le grec, on parle le judéo-espagnol, puisque Canetti est de la petite communauté séfarade. Et la première langue d'ailleurs dans laquelle il s'exprime, la langue de sa famille, c'est la langue séfarade, c'est-à-dire le judéo-espagnol. Et ce qui est extraordinaire pour lui, c'est que cette petite ville est une fenêtre ouverte sur le monde. C'est qu'il y voit des tas de choses extraordinaires, il y voit même des gitans, des romanichels plutôt. Il y voit des gens qui ont une allure différente les uns des autres, qui ont des mœurs différentes. Tout ça est extrêmement coloré, extrêmement pittoresque. C'est un peu un monde idéal où tout est... Il y a un moment miraculeux où l'équilibre se réalise. Toutes ces communautés vivent en harmonie. Et alors on comprend qu'en 1905, un enfant qui arrive dans ce monde
compliqué, coloré, bigarré, va être extrêmement marqué. Ça va être quelque chose qui va le déterminer, qui va être très important pour lui. Son oreille va s'habituer à entendre des langues différentes. Il ne va pas être uniquement bercé par une seule langue, qui est la langue dans laquelle on lui chante les comptines, les chansons d'enfants, les chansons en judo-espagnol, mais il va entendre d'autres langues. Il va y avoir chez Canetti quelque chose qui va se perpétuer, une fascination, un amour des langues. Il dit qu'il n'y a rien de plus triste, de plus lamentable, de plus tragique que la mort d'une langue. Quand une langue meurt, c'est quelque chose de l'humanité qui disparaît de manière irrémédiable. Et cet amour des langues, ce goût des langues, l'importance qu'il va attacher à une langue qui va être sa seconde langue, l'allemand, vient sans doute de cette enfance qui a été bercée par ces mélopées multiples, qui sont toutes finalement en harmonie. Tout ça, finalement, fonctionne très bien. Desde oíla mi madre la del cuerpo lucido, tomeréis vos las llaves, las del pan y del vino, que yo irme quería y a servir buen marido, a ponerle la mesa, la del pan y del vino, para hacerle la cama y para echarle conmigo, y a tan ahora que sea en buena hora, y a Tanataile, que sea en buen simane. Desde oíla mi madre, la del cuerpo sano, tomeréis vos las llaves, las del pan y del claro, que yo irme quería a servir buen velado, a ponerle la mesa, la del pan y del claro, para hacerle la cama y para echarle a mi lado, y a tan ahora, que sea en buena hora, y a Tanataile, que sea en buen simane. Alors Elias Canetti est issu de deux lignées, l'une qui est originaire de Livourne et l'autre qui est originaire de Turquie, et ces deux familles ne s'entendent pas vraiment. Ça, c'est l'ironie de l'histoire, c'est qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle les Rotchoukli, les habitants de Rotchouk, mais qui méprisent les Stamboulais, par exemple les habitants d'Istanbul, et qui méprisent les gens de Smyrne. C'est qu'à l'intérieur même de la communauté séfarade, il y a une multitude, c'est un microcosme dans lequel s'agitent comme ça des tendances différentes. Et les gens sont très fiers de leur passé. Il y a chez les séfarades, en tout cas dans les Balkans, un côté aristocratique. Ils méprisent évidemment les Ashkénazes, mais ils méprisent aussi les autres séfarades qui ne sont pas de leur communauté. Et du côté de Canetti, il y a les Canetti, et il y a sa mère s'appelait Arditi, c'est une autre famille. Les Arditi sont très fiers de leur héritage, puisqu'ils pensent qu'ils sont passés par Livorno, qui est une métropole juive italienne très importante, une ville où il y a une communauté extrêmement puissante, extrêmement cultivée, alors que pour les Arditi, les Canetti sont des commerçants, sont des gens beaucoup moins chics, beaucoup moins bien. Donc, le fait qu'un Canetti épouse une Arditi, pour les Arditi, ça représente une sorte de mésalliance. Évidemment, tout ça est parfaitement dérisoire, mais ça fait partie de tout ce jeu social qui a toujours amusé Canetti, qui a toujours fasciné. Il est très sensible aussi. Je dis qu'il était sensible aux langues, mais il est très sensible aussi au rituel social. Et c'est ce qu'il va décrire évidemment de manière géniale, de manière approfondie dans Masse et Puissance. Mais on voit déjà que dans une communauté aussi minuscule, bien les précédents jouent, le pouvoir joue. On veut posséder pas seulement l'argent, mais aussi une forme de puissance qui est immatérielle, qui est invisible, qui dépend de la lignée, de la culture, du passé. Alors Elias Canetti décrit d'ailleurs le mariage de ses parents comme une union comparable à celle de Roméo et Juliette. Et oui, ils appartiennent donc à deux clans opposés, et jamais ce mariage ne sera bien accepté. C'est un mariage d'amour, c'est un mariage, c'est une passion. Et d'ailleurs, ce sont deux êtres passionnés, et on les imagine très bien. Et évidemment, on va voir par la suite que la mère de Canetti est Mathilde, est quelqu'un tout à fait exceptionnel. C'est une passionnée qui met
une fièvre, presque une folie extérieure dans tout ce qu'elle fait, et aussi bien dans sa passion pour l'homme qu'elle va épouser que dans la manière dont elle va s'occuper de ses enfants, et notamment d'Elias, la manière dont elle va s'occuper de son éducation. Il y a quelque chose d'un peu frénétique, quelque chose aussi de tout à fait exceptionnel, de tout à fait étonnant. D'ailleurs, elle va mourir, c'était c'est une maladie courante à l'époque, mais elle va mourir de la tuberculose. C'est quelqu'un qui va se consumer, et qui va vraiment se consumer physiquement. Son propre corps va en quelque sorte être dévoré de l'intérieur. C'est une figure de mère tout à fait inouïe, tout à fait. Et là, je sais, parce que moi, j'ai des témoignages sur elle, que rien n'est inventé. Il l'a vraiment décrite telle quelle. Il l'a pas transfigurée, il l'a pas exaucée. Enfin, exaucée au sens de surélevé. Il l'a montré vraiment avec une précision presque documentaire. Et c'est un personnage hors du commun. Alors, la famille Canetti est presque un stéréotype de la famille orientale. On a le grand-père tyrannique, la grand-mère qui passe ses journées allongée sur un divan à boire du café. Oui, alors les séfarades de Turquie ou de Bulgarie, où effectivement c'était le cas aussi dans ma famille. Mon grand-père avait épousé une séfarade de Vienne. Et il y a effectivement ce côté, les femmes doivent être belles, se laisser vivre, manger des sucreries, des loukoums, attendre que le temps passe, s'occuper un peu de leur toilette. Et puis les hommes ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des hommes d'affaires d'ailleurs très avisés, puisqu'ils réussissent très bien dans le commerce du grain notamment. Comme Routchouk est un port, alors ils achètent, ils vendent des graines, des fruits secs, etc. Ils commercent avec l'armée bulgare, ou ils servent d'intermédiaires, ils jouent un rôle depuis des siècles très important. Ce sont des hommes de contact entre tout l'Empire ottoman et l'Europe chrétienne. Ce sont des juifs séfarades qui ont joué ce rôle absolument fondamental. C'est eux qui étaient à la fois, non seulement comme banquiers, mais aussi comme commerçants, un lien extrêmement subtil, extrêmement compliqué entre deux mondes. Donc, à travers Routchouk, il y a cette tradition. On voit bien comment ça fonctionne. Les femmes se laissent vivre et les hommes travaillent, négocient. Alors c'est aussi une famille qui vit sous la houlette du grand-père. Et c'est vrai que la tyrannie du grand-père est sans limite. Bien sûr, c'est le patriarche, il a tous les pouvoirs. Et là, on va voir que ça va être dramatique, puisqu'il va maudire les enfants qui ont finalement désobéi, puisque à un moment donné, le père de Canetti, sans doute pour échapper à cette emprise, et puis par goût de l'aventure, décide d'aller tenter sa chance à Manchester, fait des affaires à Manchester, et ça, il le fait contre l'agrément du patriarche, à ce moment-là, de manière, une scène quasiment biblique, qui au fond a peut-être des conséquences tragiques, néfastes sur le destin de cet homme, ce jeune homme. Eh bien, il est vraiment maudit. Donc là aussi, on est à la fois c'est à la fois c'est presque un monde légendaire, un monde qui est très proche de la Bible, et puis on est aussi dans la réalité sociale de l'époque qui fait qu'il faut que la cohésion de la famille est importante, puisque c'est la seule chose. Ce sont des gens qui vivent vraiment, qui ont le sens de la tribu, c'est se tenir les coudes, obéir et résister ensemble, c'est vital, c'est fondamental, et quelqu'un qui ne joue pas, qui n'accepte pas de se plier à la loi, eh bien, met en péril la communauté. Donc, il y a l'exigence du patriarche d'être obéi absolument. Et le moindre écart est puni irrémédiablement et immédiatement. Alors, cette malédiction traumatise la famille Canetti, et d'autant plus qu'un an après l'arrivée à Manchester de la famille d'Elias Canetti, le père meurt d'une crise cardiaque. Oui, alors là, il meurt vraiment tragiquement. Il est foudroyé, pour ainsi dire. La malédiction s'accomplit. Alors sur la mort du père, il y a un mystère qui plane. On ne sait pas très bien. Là, Canetti laisse entendre que il y a peut-être plusieurs raisons, plusieurs versions contradictoires. Bon, le fait est que la mère se retrouve avec 3 enfants très jeunes, dont elle doit s'occuper complètement. Elle est seule et elle a trois vies à diriger, en plus de la sienne. Et là, effectivement, elle va, à partir du moment où elle va se retrouver veuve, elle va accomplir à la fois son destin et surtout le destin de ses 3 fils d'une manière tout à fait inouïe, tout à fait exemplaire. Et d'une certaine manière, elle va réussir, puisque l'un va devenir un grand écrivain, l'autre va devenir un grand médecin, c'est Georges, qui est devenu un grand spécialiste de la tuberculose, à Pasteur, puisqu'il dirigeait un laboratoire de recherche sur la tuberculose. Et le troisième, Nissim, qui deviendra Jacques Canetti, sera quelqu'un de très célèbre dans une maison de disques chez Philips.
et puis aussi comme animateur des Trois Baudets, comme animateur d'émissions de radio, comme découvreur de personnages comme Brassens, Brel. Enfin, c'est un personnage qui va jouer un rôle essentiel, et Boris Vian a un rôle essentiel dans l'histoire du music hall en France. Alors, à la mort de son père, la relation entre Élias Canetti et sa mère s'intensifie. Et là, on peut peut-être dire quelques mots de la mère d'Élias Canetti, qui est quelqu'un d'extrêmement érudit. Oui, la mère est quelqu'un de cultivé. Le père et la mère, alors que le langage de la famille était le judéo-espagnol, la mère et le père communiquaient en allemand. C'était la langue de la culture. Et c'était non seulement la langue de la culture, donc la langue du théâtre à Vienne, etc., puisque la culture c'est Vienne, hein, pour ces gens-là. La culture c'est pas du tout l'Orient, la culture c'est le cœur de l'Empire austro-hongrois, et toute la culture vient de Vienne. Et ce langage, donc l'allemand, va être à la fois le langage de la culture, et va être le langage privé des parents, interdit aux enfants. Et à partir du moment où le père meurt, l'aîné des fils doit donc prendre la place du père. Il la prend de manière symbolique. D'abord, il dort dans le lit de sa mère. Il y a une scène où on voit le fils qui dort dans le lit de sa mère. Et puis, il va y avoir un moment, alors, inouï, que Canetti décrit très en détail, qui montre à quel point il a voulu être honnête, rigoureusement honnête, parce que c'est assez dur pour sa mère. Ils vont se retrouver à Lausanne pendant 3 mois. Et là, pendant 3 mois, d'une manière, avec une cruauté incroyable, en employant tous les moyens, en employant vraiment une espèce de torture, en employant le sarcasme, en employant la violence, la mère va lui faire apprendre de force la langue du père, la langue de l'homme qui a disparu. Et il va devenir effectivement un germaniste contre son gré, alors qu'il savait très peu d'allemand en quelques mois, et ça va jouer un rôle essentiel dans sa vie, puisque toute sa carrière d'écrivain et toute son ambition d'homme va être de préserver, de sauver, hélas, la langue au sens de langage, cette langue qu'on lui a imposée de force. On lui a donc introduit de force dans la bouche, en quelque sorte, une langue qui n'était pas sa langue à lui, mais qui était la langue de son père. Et à partir de cette introduction violente, eh bien, il va revendiquer son devoir en tant qu'individu, en tant que personne unique, de préserver cette langue. Alors donc c'est assez paradoxal, parce qu'en fait, on a un séfarade qui écrit dans la langue allemande, donc Ashkenaz, puisque Ashkenaz veut dire allemand. Oui, c'est le paradoxe, un des paradoxes. Bon, il y a d'autres paradoxes dans l'existence de Canetti, mais c'est vrai que sa carrière d'écrivain commence sur quelque chose de tout à fait anormal, tout à fait imprévisible. Mais c'est ça qui l'a sauvé aussi, parce qu'on le voit, s'il avait gardé la langue, le judéo-espagnol, il aurait évidemment pas fait une œuvre qui aurait l'importance de ce qu'il a pu faire dans la langue allemande. C'est son travail sur l'allemand, par rapport à l'allemand, cette espèce d'étrangeté fondamentale qu'il avait au départ, qui a fait qu'il a pu devenir l'écrivain de langue allemande qu'il est. Et c'est ça aussi qui a permis évidemment la diffusion de son œuvre, parce que je répète qu'il aurait été un écrivain peut-être, mais un écrivain très mineur, s'il n'avait pas adopté cette langue, qui est une des grandes langues universelles. Alors, en 1913, la famille quitte Manchester pour Vienne. En 1917, il quitte Vienne pour la Suisse. Et c'est vrai que l'histoire de l'enfance d'Élias Canetti est une suite de voyages. Pourquoi tant de voyages ? Bon, les raisons, c'est d'abord qu'à l'époque, ces familles, c'était banal de voyager. On voyageait beaucoup. Les gens voyageaient entre Vienne et Istanbul. Ils allaient à Sofia, ils avaient la famille partout, donc il n'y avait pas l'idée qu'il fallait rester dans un endroit précis. Et puis, dans le cas de la famille de Mathilde Canetti et des 3 fils, ils sont un peu déstabilisés, ils vont un peu... Et évidemment, on peut dire que c'est l'enfant d'une personne déplacée. Donc, il y a chez Canetti non seulement le fait qu'on lui impose une langue qui n'est pas la sienne, mais qu'en même temps... toute sa vie, depuis le début, va être la vie de quelqu'un qui saute d'une ville à l'autre, hein, qui passe d'un pays à l'autre, et dont l'identité, au fond, il apporte en lui, c'est l'allemand, c'est la langue qu'il a pu préserver. C'est pas du tout le fait d'habiter tantôt Zurich, tantôt Lausanne, tantôt l'Angleterre, ou ça, c'est secondaire. Les choses essentielles, il les porte en lui, et ce regard qu'il a par rapport à tous les endroits où il se déplace, eh bien, c'est toujours le regard de l'enfant qui
qui a été en fait traumatisé violemment 2 fois, et qui a été traumatisé sans doute par quelque chose des choses qu'il a vécues à Honshu quand il était tout petit, et puis qui a été traumatisé à Lausanne, où il y a cette espèce d'appropriation violente d'une langue, qui va être l'instrument de compréhension, qui va être l'instrument de déchiffrement. Mais c'est pas du tout extraordinaire. C'est parce que la mère elle veut élever ses enfants, elle cherche l'endroit où ils seront le mieux, et donc elle erre comme ça d'un pays à l'autre, pas du tout de manière angoissante d'ailleurs, hein. Il n'y a pas du tout de menace, c'est pas du tout pour fuir un danger, mais c'est parce que, bon, pourquoi pas, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et là, il va aussi, au cours de ses voyages, il va voir des choses qui vont le marquer vraiment chaque fois, hein, de manière fondamentale. Ce départ, d'ailleurs, parfois, il dérive d'un choix. Et en 1921, il quitte la Suisse pour l'Allemagne. Et ce départ est motivé par une très violente dispute avec sa mère, qui a beaucoup marqué Elias Canetti. Oui, c'est la fin du premier tome, hein. C'est-à-dire que le personnage qui domine dans cette autobiographie, c'est vraiment la mère. D'ailleurs, le 3e tome s'achève sur la mort de la mère. Quand la mère meurt, bon, c'est fini, il n'a plus envie de raconter. Et effectivement, le premier volume s'achève sur une dispute. C'est la première fois où il sent qu'il doit se révolter. Il doit résister à sa mère. Et quand on lit la page, c'est une page de terreur, hein. Il doit céder, mais dans des conditions effroyables. Il avait fini par se plaire à Zurich, il part du paradis zurichois, et il a l'impression que c'est comme si sa mère voulait le mettre encore à l'épreuve, où la violence de cette scène où sa mère l'oblige à quitter ce qu'il appelle le paradis zurichois, pour l'envoyer dans quelque chose qui va être le contraire, qui va être effroyable, qui va être l'Allemagne en proie aux démons de l'inflation. La mère, qui n'a aucune envie que son fils s'endorme, qu'il devienne une espèce de parasite social. Elle a horreur du parasitisme. Donc, c'est inconscient de sa part, elle le projette vers un univers qui est le contraire de celui dans lequel il a fini par se sentir bien. Et il voit ça, lui, comme un traumatisme effroyable. Cette fin du premier tome de Canetti, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, c'est quelque chose d'extrêmement cruel. Alors, évidemment, après, on comprend qu'elle avait raison, on comprend qu'elle avait bien fait de sortir son fils de ce paradis. Qu'est-ce qu'il aurait fait en Suisse? Il serait effectivement devenu peut-être une sorte d'intellectuel un peu décadent, et là, elle va le projeter dans quelque chose où la vie hurle, bave, crie, quelque chose d'extrêmement tragique, d'extrêmement barbare. Et ça aussi, ça va être déterminant pour son œuvre future, pour ce qu'il va essayer de raconter plus tard. Donc sa mère, et chaque fois c'est ce qu'il comprend, mais évidemment il le comprend après, là il le raconte au moment où il le vit, chaque fois qu'elle lui fait mal, aussi bien quand elle lui apprend de force l'allemand que quand elle le chasse du paradis de Zurich, eh bien elle lui fait du mal, mais elle lui fait du bien. C'est un peu ça le paradoxe des rapports difficiles qu'il a avec cette femme. Alors nous quittons Elias Canetti juste avant son départ pour l'Allemagne. 10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Deuxième partie aujourd'hui de notre portrait d'Elias Canetti, écrivain né en Bulgarie en 1905, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1981 et vit aujourd'hui à Zurich. Dans le premier épisode, nous avons parlé de son enfance dans une famille séfarade de Bulgarie. Aujourd'hui, nous parlons de son expérience de la montée en puissance des forces totalitaires en Allemagne puis en Autriche, de l'analyse du phénomène totalitaire qu'il a faite dans son livre Masse et puissance et de son rapport au judaïsme. Nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Sorin, éditeur et journaliste qui est aussi le cousin d'Elias Canetti.
Raphaël Sorin, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes éditeur et journaliste et que vous trouvez aussi être le cousin d'Elias Canetti. Nous avons quitté hier Elias Canetti juste avant son départ de Suisse pour l'Allemagne, pour Francfort plus exactement, et nous avons vu que ce départ était motivé par une dispute très vive avec sa mère, où elle l'accuse d'être un parasite, où elle lui dit qu'à force d'apprendre, il deviendra un monstre, et qu'apprendre n'est pas une fin en soi. Et là, est-ce qu'on ne peut pas voir poindre l'un des thèmes de l'œuvre romanesque d'Elias Canetti, qui serait la difficulté qu'a l'intellectuel à intervenir dans la vie de la cité? C'est-à-dire que le problème avec Canetti, c'est qu'il a tout mis dans un seul livre. Il a publié un livre qui s'appelait Die Blendung, qui est son premier ouvrage. En français, dans un premier temps, on l'a traduit La Tour de Babel, et ensuite, quand on a réédité ce livre chez Gallimard, c'est devenu Autodafé. Et Die Blendung, ça veut dire l'aveuglement, l'éblouissement. Et effectivement, l'éblouissement, ça peut être celui de l'intellectuel qui, plongé dans sa bibliothèque, au fond, ne voit rien. L'éblouissement, c'est aussi l'éblouissement du feu, qui sera un des grands thèmes de Canetti. Alors, ce qui est devant dans Die Blendung, c'est la genèse de ce livre. Canetti s'en est expliqué plusieurs fois. Au fond, il n'avait pas du tout l'intention d'écrire un seul livre, de tout mettre dans un livre. Il avait même un projet assez fou. C'était un jeune homme excessif. D'ailleurs, on le voit à travers son autobiographie, tranchant de tout, peu commode, d'une incroyable insolence parfois, puisqu'il engueule des gens qui sont déjà des gens éminents comme Brecht, on le voit, où il ne s'en laisse pas compter, il n'est pas impressionné par quelqu'un comme James Joyce. Il y a une rencontre avec James Joyce qui est assez formidable, où il lit un texte et il se rend compte que, comme il lit un texte qui est écrit en grande partie en vénériche, c'est-à-dire en dialecte viennois, que Joyce n'a rien compris à son texte. Donc Canetti, au fond, a eu un projet, quand il était jeune, c'est d'être Balzac ou rien. Il a donc pensé, écrit une sorte de sa comédie humaine à lui, avec une distinction, une variante, c'est qu'il avait l'intention d'appeler ça la comédie humaine de la folie. Et l'idée, c'était de prendre des folies, des manies, comme il disait. Par exemple, ce qu'il avait vu en Allemagne, le rapport à l'argent, l'inflation, qu'est-ce que ça veut dire, l'argent, à partir du moment où il faut des milliards pour acheter une baguette de pain. Autre exemple, la manie, la lecture, les gens qui accumulent des livres, ils sont fous dans leur bibliothèque. Et puis, petit à petit, ce qui devait être une espèce de suite de romans, avec une folie par volume, est devenu un seul livre, un livre énorme, un livre tonitruant, un livre tout à fait étrange, qu'il définit comme ça, et c'est une marqueterie un peu de toutes les folies humaines, de toutes les manies humaines. Et il symbolise la folie principale, qui est celle de l'aveuglement des gens, des intellectuels, qui sont enfermés dans leur bibliothèque, par un personnage qui, en dehors de cette bibliothèque, ne connaît rien d'autre, qui est enfermé dans sa bibliothèque. Alors évidemment, comme toujours chez Canetti, les choses se métamorphosent, sont à double sens, c'est qu'à la fois la bibliothèque, c'est le monde de l'enfermement, le monde de la clôture, le monde de l'aveuglement, le monde de l'éblouissement, mais en même temps le livre, alors ça c'est sans doute la tradition juive, le livre c'est la vraie patrie de l'intellectuel, c'est la vraie patrie de l'homme. Il y a une chose qui m'a frappé chez Canetti, chez lui, quand j'allais le voir aussi bien à Londres qu'à Zurich, c'était ces appartements qui étaient assez modestes par leur taille, aucune décoration particulière, pas de tableau, pas de meubles, mais en revanche les murs étaient absolument recouverts de livres. C'est quelqu'un qui habite encore dans une bibliothèque, avec des livres dans toutes les langues, aussi bien anglais, français, italien, allemand, espagnol. Donc voilà, un roman qui apparaît, qui est un monstre par rapport à la littérature romanesque de l'époque, qu'il a beaucoup de mal à faire publier, puisqu'il raconte aussi qu'il a envoyé le livre en manuscrit à Thomas Mann, et que Thomas Mann lui a retourné l'ouvrage sans l'avoir lu. Il aura donc fallu 4 ans ou 5 ans pour que le livre soit publié. Et il raconte aussi que ce qui l'a beaucoup touché, c'est une longue lettre tout à fait admirative, tout à fait intéressante de Thomas Mann, donc qui a été un de ses premiers lecteurs.
Donc voilà, la première œuvre de Canetti, c'est en même temps une œuvre qui d'un seul coup épuise son envie d'écrire des romans. Il n'en écrira plus d'autres. Et dans sa vie, il y a toujours eu ça. Il écrit dans un genre précis, et une fois qu'il en a tiré tous les mérites, ce genre, toutes les vertus, toutes les possibilités que ce genre peut lui porter, il s'en éloigne et il passe à autre chose. Alors, en 1922, il arrive à Francfort, en pleine inflation, à une période de grand désordre en Allemagne, et il est à Francfort au moment de l'assassinat de Rathenau, le ministre des Affaires étrangères d'origine juive, qui est assassiné par deux nationalistes allemands en 1922, et c'est une expérience qui l'a beaucoup frappé. Oui, on peut dire qu'il y a chez Canetti un côté non pas prophétique ou prophète, mais un côté visionnaire. C'est qu'effectivement, un des événements qui vont annoncer les drames et la tragédie future, c'est l'assassinat de Rathenau. On sait que c'est un assassinat qui a été accompli par des jeunes nationalistes allemands qui visaient en Rathenau le juif, le démocrate, le républicain, et c'est dans l'histoire de l'Allemagne contemporaine un acte décisif. Et c'est aussi dans l'histoire de Canetti un acte important, puisqu'à partir de ce moment-là, dans une Allemagne qui va être pour lui une grande source d'inspiration, une grande source de compréhension du monde, il oppose deux univers. Il y a l'univers de Vienne, qui est plutôt un univers où il y a trop de culture, où les choses sont trop molles, sont moins inspirantes, qui est presque comme un village. Il y a l'univers de Berlin, notamment, l'univers de l'Allemagne, où là, il y a un grand tohu-bohu. C'est l'Allemagne de Weimar, c'est l'Allemagne des rencontres incroyables, puisque en Allemagne vont arriver des génies du monde entier. Il raconte, il y avait un génie à chaque table, il y a des rencontres pour lui importantes. Babel, par exemple, pas seulement Brecht, Mayakovsky, mais il y a Babel, qui est un personnage clé un peu dans la mythologie personnelle de Canetti. Et effectivement, l'assassinat de Rathenau, l'inflation, la découverte du rapport imbécile, du rapport tout à fait dominateur de l'argent qui ne vaut plus rien et qui en même temps devient une espèce d'entité maléfique, ça va être des choses qui vont le marquer profondément. C'est un homme très jeune, très malléable, très sensible, et on peut dire qu'un des événements qui vont commencer à mûrir en lui, à germer lentement, c'est cette double chose. C'est la violence politique, c'est l'assassinat comme acte politique, le meurtre, et puis c'est ce flot d'argent incessant, absurde, et à partir de là, il va y trouver des thèmes d'inspiration et les thèmes de révolte. Il y a aussi un autre élément peut-être, c'est aussi la manifestation qui est organisée contre le meurtre de Rathenau et qu'il décrit dans le deuxième tome de son autobiographie, Le flambeau dans l'oreille, comme une première expérience de la masse et comme une expérience fondatrice. Alors évidemment, non seulement la richesse de l'événement est énorme, c'est que non seulement il y a ce traumatisme, cet acte irrémédiable, cet acte terrible, qui est le meurtre politique, mais il y a aussi, la première fois devant ses yeux, va apparaître ce qui va être pour lui une grande manifestation des temps modernes. Il aurait vu ça s'il avait été en octobre 17 à Petrograd. Il aurait vu, j'ai revu récemment Octobre d'Eisenstein, qui, si on en fait une lecture canetienne, est un film tout à fait étonnant, où il y a l'écrasement de la manifestation bolchevique par la contre-révolution, par le gouvernement provisoire, et là on voit une masse qui se constitue, on la voit qui explose littéralement. Donc Canetti a assisté, c'est quelques années après, mais c'est le temps des masses qui commence, le temps des foules, et les foules qui sont dangereuses, qui sont malléables, qui sont aussi des foules contradictoires, et elles sont tantôt bonnes, tantôt mauvaises, elles envahissent les villes. Et là aussi, il va avoir une espèce de pressentiment d'une de ses tâches en tant qu'intellectuel, en tant qu'individu, c'est comment en tant qu'écrivain, en tant que penseur, en tant que canaliste, en tant que moraliste, comprendre un phénomène qui dépasse l'entendement. Le phénomène le plus énorme, le plus répandu, et sur lequel, au fond, on ne sait rien. Un phénomène qui est nouveau dans l'histoire contemporaine, un phénomène qui apparaît et dont il faut chercher les racines, d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie, comment ça vit, comment ça évolue, comment ça se métamorphose, comment ça se transforme,
que ça représente comme menace aussi. Alors, le thème de la masse donc, est un thème qui l'a toujours intéressé, qui l'a même presque obsédé, on peut dire. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce concept de masse qu'il met en place? Ou alors c'est compliqué parce qu'il n'y a pas chez Canetti de définition univoque de la masse. Alors il s'en tire de deux façons. D'abord, il met en rapport masse et puissance, masse ou marque. Ce sont deux phénomènes liés, c'est-à-dire que la masse est à la fois nourrie par des forces qui sont maléfiques, qui sont les forces tournées vers la puissance. C'est comme deux pôles magnétiques, si vous voulez, qui fonctionnent ensemble. Et ces masses, ensuite, se mettent au service de ces puissances dont elles sont l'émanation. Il y a donc un rapport compliqué, qui n'est pas un rapport hegelien, un rapport dialectique simple, relativement simple. Le marxisme ne permet pas d'analyser le phénomène de la masse ou de la puissance. Le freudisme non plus ne permet pas ça ne se situe pas dans le subconscient des individus, ça ne se situe pas dans leur passé. Ce n'est pas à travers les rêves des gens qu'on peut expliquer pourquoi il y a des phénomènes de masse ou qu'il y a des phénomènes de puissance. Ça change aussi selon les pays, et dans Masse et Puissance, il y a une description des images de masse selon les peuples. Pour les uns, c'est la mer, pour les autres, c'est un champ de blé qui ondule dans le vent. Il y a des attitudes de masse dans plein d'activités humaines et de rapports dans la masse et la puissance. Une des choses qui revient souvent chez Canetti, qu'il analyse, c'est le thème du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il est devant une masse de musiciens. Il est tout puissant, mais il n'est rien sans elles ne sont rien sans lui. Il a été fasciné par un autre personnage qui a compté pour lui le chef d'orchestre, Scherchen, et en décrivant Scherchen, ce qu'il décrit, c'est déjà un embryon de Hitler, c'est un embryon de potentat, c'est un embryon de dictateur. Ce qu'il décrit aussi à travers la masse, ce sont des choses qui vont arriver, ces masses vont se transformer, elles vont se transformer dans des choses lugubres. Par exemple, la masse va se transformer en masse de cadavres, en tas de cadavres. Et là, il va étudier à travers l'histoire, il va faire un énorme travail d'enquête, ça va prendre des années. Masse et puissance, c'est un livre qu'il a écrit en défi, on peut dire directement contre Hitler, contre le phénomène du nazisme. C'est comment répondre à ce phénomène irrésistible, ce phénomène qui est comme une tâche obscure à laquelle personne ne comprend rien. Personne n'avait vraiment prévu ce qui allait se passer, personne ne comprend le développement de ce phénomène. Et Canetti va essayer de le comprendre, de l'analyser, un peu comme un chimiste. Il a fait d'ailleurs des études de chimie, il a la volonté de décomposer tout ça, de comprendre tout ça. Donc il va essayer de comprendre comment, dans le passé, à travers des récits historiques, à travers le travail d'anthropologues, à travers des descriptions de mœurs tribales, de rapports entre des chefs et des tribus, des chefs de guerre, des potentats orientaux, comment il y a des survivants qui apparaissent, comment on survit en tuant l'autre. Il va donc analyser toutes les séquences de meurtre, de liquidation, de destruction. Et ce dont on s'aperçoit en lisant Masse et Puissance, c'est que par exemple aujourd'hui, quand on regarde les phénomènes historiques, souvent à la télévision par exemple, on regarde un match de football et on dit oui, la manière de comprendre ce qui se passe quand ça tourne mal, par exemple, quand ça tourne au massacre, eh bien, c'est de comprendre, c'est de lire quelques pages de Canetti où il montre comment les masses sont versatiles, comment elles se retournent contre elles-mêmes, comment elles finissent par s'autodétruire. Quand on voit des scènes sur des événements politiques qui se passent dans des pays lointains où les choses sont beaucoup plus brutales qu'en Occident, on voit Cuba, on voit le Mozambique, on voit le Somalie, on voit le Tchad. On s'aperçoit que là-bas, les rapports de masse et de puissance sont clairs, que c'est ça la clé du truc. C'est ça qu'il faut comprendre.
il se sert donc de ce modèle conceptuel de la masse pour comprendre toutes sortes de phénomènes, et notamment le phénomène religieux. Et dans un passage de Masse et puissance, il parle du peuple juif et dit qu'il tient sa force de l'expérience des 40 ans d'errance dans le désert. Oui, ça c'est un thème aussi qui va revenir chez Canetti, c'est le thème de la solitude, le thème de l'isolement, le thème de la mise à l'écart pour mieux sentir les choses, pour mieux les comprendre, pour mieux... Et dans son rapport au judaïsme, c'est un rapport un peu lointain, un peu nostalgique, puisque il n'a pas de pratique, ni de pratique religieuse, ni d'interrogation métaphysique au sens propre du terme. Il y a la nostalgie de ce moment heureux où finalement l'homme est dans le désert et la chose qui l'occupe c'est de lire les étoiles, c'est de vivre dans l'immensité de l'abandon, dans la solitude. Il y a donc chez lui ce qui explique la beauté et l'espèce de sérénité d'ailleurs menacée, puisque ça va être bref, des voies de Marrakech, où on a l'impression qu'à Marrakech il retrouve un peu du paradis perdu, du paradis dont il a été arraché, dont sa mère l'a arraché, au milieu du tohu-bohu de sa vie, au milieu de toutes ces cités où il a vu des émeutes, des incendies, des manifestations, des contre-manifestations. Le monde de Marrakech est un monde à la fois minéral, peuplé de chameaux, de mendiants. C'est un peu une redite biblique, c'est un peu une répétition de ce monde de la Bible, de ce monde d'avant la parole, au moment où la parole est en train de naître. C'est un monde, une sorte de bonheur, un bonheur étrange, inexplicable. Il y a donc c'est un livre court, Les Voies de Marrakech, mais je crois que c'est un très grand livre parce que on a rarement approché aussi près ce qu'on peut appeler la source, si vous voulez, peut-être de ce que peut être le judaïsme. Et ça d'une manière pas déclamative, d'une manière oblique, d'une manière discrète, c'est-à-dire qu'on peut le lire comme simplement des notes de voyage sur le Maroc, sur Marrakech, des scènes pittoresques. Et quand on regarde ce qu'il y a derrière ce pittoresque, ce qu'il y a derrière cet exotisme, on voit quelque chose de très profond, de très douloureux, de très grave. Et puis aussi, et c'est le paradoxe toujours de Canetti, les choses se retournent sans arrêt, quelque chose de miraculeux, d'heureux. En 1938, il fuit Vienne et se réfugie en Angleterre. Elias Canetti écrit en allemand. Il a une relation très forte avec cette langue. Comment réagit-il face à la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que cela remet en cause sa relation avec la langue allemande? Non seulement ça la remet pas en cause, mais au contraire, ça l'accentue. Effectivement, il est resté très tard à Vienne, et ça, c'est son frère, Georges, qui j'étais très ami, qui me l'a raconté. Il voulait rester jusqu'au bout parce qu'il voulait voir de ses yeux la masse jusque dans son ultime métamorphose. Alors évidemment, ce qui allait se produire, c'est que cette masse allait le dévorer, allait le manger, le bouffer. Et son frère a fait quelque chose, c'est une famille d'ailleurs où il y a des actes incroyables. Son frère est allé le chercher à Vienne, et il a compris que s'il ne partait pas, c'était eux deux, que son frère était prêt en quelque sorte, se sacrifier avec lui, à mourir avec lui. Donc, il a brisé l'espèce de charme, d'enchantement maléfique et de rapport de fascination avec la Vienne en proie au mal. Et il a filé en Angleterre, il s'est installé en Angleterre. Et là, par défi, il a vraiment décidé de garder l'allemand au contraire et de maintenir contre Hitler, contre le nazisme, ce que justement on lui refusait, c'est-à-dire une identité allemande. Et au contraire, il était vital pour lui de résister par c'était sa forme de résistance, l'allemand. Et son autre forme de résistance a été de se servir de cette langue pour écrire un livre de défi et pour faire ce qu'il a décrit de manière que je trouve admirable, pour faire cet acte non seulement de défi, mais de contre-attaque, puisqu'il dit « j'ai voulu prendre mon siècle à la gorge ». C'est-à-dire que, puisqu'on essayait de l'étouffer, qu'on essayait de le tuer, de le liquider, et bien au contraire, il allait se redresser et à son tour agresser l'agresseur. Après la guerre, l'événement pour les communautés juives par le monde, ça a été la création de l'État d'Israël. Quel est le lien d'Elias Canetti avec Israël? Je crois pas qu'il soit exprimé là-dessus, vraiment. Mais sur le judaïsme, il a écrit des choses que je trouve très fortes. Sur son judaïsme à lui, son rapport.
Bon, je vais vous lire quelques extraits d'une réflexion où il dit « La plus grande tentation spirituelle de ma vie, la seule contre laquelle il m'est trop dur de lutter, c'est d'être juif totalement. À quelque endroit que je l'ouvre, l'Ancien Testament me subjugue. Il ne s'y trouve pour ainsi dire pas un passage où je ne découvre quelque chose qui me concerne personnellement. Je méprisais mes amis quand ils s'arrachaient à la tentation de s'intégrer à la multitude des peuples et redevenaient des juifs exclusivement. Qu'il m'est difficile aujourd'hui de ne pas faire comme eux. Les nouveaux morts, ces morts enlevés prématurément, très longtemps avant leur heure, nous en supplient. Et qui aurait le cœur de leur dire non? Et cependant, les nouveaux morts ne sont-ils pas partout, de tous les côtés et parmi tous les peuples? Ai-je le droit de me fermer aux Russes sous prétexte qu'il existe des Juifs, aux Chinois parce qu'ils sont loin de nous, aux Allemands parce qu'ils sont possédés du diable? Ne puis-je pas continuer à être à eux tous, comme auparavant, tout en étant juif quand même? Je crois que c'est le quand même qui résume la situation de Canetti, son originalité. C'est quelqu'un qui a toujours marché seul. Il n'a jamais été embrigadé, ni dans un parti, ni dans une nation, ni dans un groupe intellectuel, ni dans une mafia quelconque. Et devant la tentation de choisir une religion, une nation, et bien encore, une fois, il a le courage quand même assez rare, assez étonnant, il a le courage irréductible de dire, et il s'explique là-dedans, on voit très bien comment il s'explique, de dire non finalement, quand même, malgré tout, je reste seul. En 1980, il reçoit le prix Nobel de littérature. À votre avis, qu'est-ce qu'on a consacré dans l'œuvre d'Elias Canetti? Bon, les raisons pour lesquelles on donne le prix Nobel sont toujours assez convenues, sinon conventionnelles. Moi, je crois ce qu'on a consacré, c'est quand même quelqu'un qui a eu ce courage, effectivement, de se battre contre, entre guillemets, les forces du mal, qui a passé sa vie à ça, à dénoncer tous les pouvoirs. Et puis je crois qu'on a aussi voulu, d'une certaine manière, couronner un écrivain qui, tout en étant lié à aucune nation, puisqu'il était aussi bien revendiqué par la Bulgarie, la Turquie, l'Angleterre où il avait vécu, la Suisse, l'Autriche, ça c'est dérisoire. Un écrivain qui a incarné une espèce d'esprit des nations, au-dessus des nations, et je crois que les Nobel ont voulu, quand même, bon, puisque des gens d'ailleurs dans son discours, Canetti il rappelle les ombres de Hermann Broch ou de Musil, de Kafka, puisque le Nobel n'avait été donné à aucun de ces trois-là, c'était une manière au fond, de saluer des écrivains qui étaient des passeurs, des écrivains sans passeport précis, sans nationalité, sans des personnages comme ça, impossibles à situer. Alors aujourd'hui, Elias Canetti vit à Zurich, et il vit d'ailleurs de manière assez isolée. Il refuse toute interview. Oui, il vit d'une manière recluse à Zurich. Il refuse toute interview, non pas parce qu'il est misanthrope, je crois, enfin il s'en expliquait, on en a parlé souvent ensemble pour deux raisons. L'une, c'est qu'il pense que c'est une perte de temps, que les gens qui veulent lire ses livres, ils n'ont qu'à les lire. L'autre raison, c'est qu'il sait que c'est un mécanisme, un engrenage, c'est qu'à partir du moment où on donne un entretien à un journaliste, il y en a 50 qui arrivent en disant « mais pourquoi pas moi ?» Et il a l'honnêteté de dire « je préfère le donner à aucun plutôt que de faire 50 mécontents ». Donc c'est très logique, son refus. Il prépare quelque chose en ce moment? Je crois qu'il a terminé un livre. Alors on m'a dit que le thème en était la mort, parce que on n'a pas beaucoup parlé de ce thème, c'est un des grands thèmes de Canetti. C'est-à-dire le thème du dernier livre de lui qui est paru en France, un livre qui est un recueil d'aphorismes, Le cœur secret de l'horloge. Et là, semble-t-il, alors qu'il est un homme âgé, il a décidé de consacrer ce qui sera peut-être son testament, son dernier livre à la mort. Et puis surtout, peut-être qu'il travaille encore. Une partie de ses livres vient de son journal. C'est quelqu'un qui tous les jours tient un journal intime. Il a écrit des milliers et des milliers de pages. Et au lieu de publier ça en tranches, année par année, comme font certains écrivains, il a préféré prélever dans son journal des passages. Par exemple, les voies de Marrakech, c'est une partie de son journal de voyage à Marrakech. Et je pense que de temps en temps, il doit revenir sur des pages de son journal, puis aussi qu'il pense peut-être préparer une édition, ce sera un document unique, on aura là quelque chose d'une ampleur extraordinaire,
le journal de quelqu'un sur autant d'années, qui a traversé tellement d'événements, qui a rencontré tellement de personnages, ce sera sûrement une très très grande chose. Alors nous arrivons à la fin de notre émission, et pour finir, j'aimerais vous demander quelle est votre œuvre préférée d'Elias Canetti? C'est difficile à dire parce qu'elles sont toutes différentes et je les aime, j'allais dire presque toutes, pour des raisons différentes. Mais pensons aux gens qui n'ont jamais lu Canetti, qui se demandent si vraiment cet écrivain bizarre, bulgaro, turco, suisso, anglo, autrichien, est un homme d'aujourd'hui, ou bien est-ce que c'est pas un de ces écrivains qu'on a ressorti de derrière les fagots parce qu'il y a eu le snobisme sur Vielle et tout ça. Moi, je dirais aux gens, lisez Les Voix de Marrakech. C'est un livre très court. Je trouve que c'est un livre magnifique, un grand chef-d'œuvre. Et puis, lisez peut-être le premier tome de l'autobiographie. Vous verrez un écrivain qui est fascinant parce que, d'une manière extrêmement simple, extrêmement musicale, extrêmement mélodieuse, il arrive à dire des choses essentielles sur l'enfance, la découverte du monde, le rapport aux parents, donc ça c'est le Canetti, je crois le plus abordable, le plus facile. Et puis si vous avez vraiment envie de réfléchir, de méditer sur les bienfaits, mais surtout sur les malfaisances du temps, il faut rentrer parce que c'est un livre compliqué, c'est un livre qu'on peut prendre par tous les bouts. Il faut rentrer dans Masse et Puissance, qui est sans doute un des grands livres du XXe siècle. Raphaël Saurin, merci. C'était 10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec le concours de la Fédération Séfarade de France.